Bonjour et bienvenue aux Rencontres de la Librairie, l'émission de la librairie 1.1 en partenariat avec Radio Lodève. Ces rencontres permettent de découvrir ou redécouvrir un artiste, un auteur, au cours d'un débat, d'une conférence, d'une exposition. Aja Razel, bonjour. Bonjour. Vous êtes diplômée de philosophie, de commerce, et il semblerait que vous êtes ce qui m'échappe totalement, mais qui m'émerveille tout autant, consultante dans le domaine des technologies civiques. Mais cela n'a absolument rien à voir avec le propos de votre premier roman, paru chez Gallimard, L'envers de l'été. D'où vous est venue l'envie d'écrire? Déjà, merci beaucoup d'être venu à cette rencontre. Je suis ravie de partager ce moment avec vous et merci beaucoup à la librairie de m'avoir invité, à la radio également, à tous ceux qui ont œuvré à ce que ce soit possible. Alors, pour le rapport à l'écriture, c'est un rapport que j'ai toujours eu en fait depuis vraiment toute petite, qui était d'abord un rapport plutôt un exutoire pour une petite fille plutôt introvertie et une grande lectrice aussi. Donc c'était une manière pour moi de garder les personnages que je lisais dans mes fictions avec moi. Donc j'inventais des romans où il y avait une Lizaveta Petrovna, inspirée de romans russes que je lisais, qui rencontrait un duc. Enfin voilà, c'était vraiment des choses en ayant grandi au Maroc qui n'avaient rien à voir avec mon entourage immédiat, mais beaucoup plus avec mon imagination. Et en fait, ce qui a accéléré, je pense, mon rapport à l'écriture partagée, donc pas personnelle, ça a été l'expérience de création d'un média qui s'appelle honorient.com, que j'ai créé en 2013, et qui en fait, à l'époque, ça faisait à peu près 2 ans qu'on avait entendu parler des printemps arabes. Moi, j'ai grandi au Maroc, j'avais des amis en Tunisie, au Liban, en France, un peu partout, qui s'étaient émus en fait de ces images qu'on a vues à la télé, de rappeurs tunisiens, de graffeurs égyptiens qui avaient pris la plume ou la bombe pour faire passer des messages, mais aussi juste montrer leur art. Et en fait, on a voulu créer une plateforme en ligne qui puisse en fait donner la parole, donner la voix à ces jeunes qui ont peu de visibilité dans les médias traditionnels. Et en fait, ça a été vraiment une révélation parce que c'était la première fois que j'utilisais des mots qui m'étaient chers, mais pour les partager et aussi pour une cause. Et c'est ce qui m'a fait rencontrer aussi un premier public qui m'a encouragée dans des textes qui étaient certes journalistiques, mais déjà un peu lyriques, je mettais évidemment un peu de moi. Et donc, c'est petit à petit que je me suis ensuite tournée vers la fiction, des nouvelles, puis novella, et puis enfin ce roman. Justement, sur ce roman, donc L'envers de l'été, paru chez Gallimard l'année dernière, racontez-nous rapidement juste l'enfance en fait de ce roman, comment de l'envie de l'écrire jusqu'à la publication. En fait, moi j'écris vraiment de manière j'ai gardé en fait ma première relation avec l'écriture que j'ai eue quand j'étais enfant, qui était une écriture très fragmentée, qui venait un peu dans des moments verticaux, comme la poésie, quoi, qui s'impose à un moment. Et en fait, c'est à partir de plusieurs fragments que j'ai écrits. Pour le coup, ça fait 5-6 ans que je me suis rendu compte que je tournais un peu autour d'un thème qui était le thème du déchirement entre plusieurs territoires, en l'occurrence 2. Et je consignais en fait à chaque fois que j'allais au Maroc, quand je revenais en France, plein de petites idées, des images, des sensations, des choses que je remarquais. Et j'adorais cet étonnement qu'on peut avoir les premières minutes qu'on arrive dans un pays, soit qu'on connaît, soit qu'on connaît pas. D'ailleurs, il y a une phrase de Céline qui m'habite beaucoup à ce sujet, qui dit « C'est cela l'exil, l'étranger, c'est quelques minutes suspendues dans la trame du genre humain où les habitudes du pays précédent vous abandonnent avant que celles du pays d'arrivée ne vous aient encore abruti. » Et moi, c'est vraiment là que je me situe. C'est là que mon écriture démarre. Et en fait, à un moment, j'ai décidé de prendre ce thème qui s'imposait à moi dans ces récits pour en faire une histoire. Et c'est là qu'a commencé vraiment le travail romanesque, vraiment d'écriture. Et donc c'est là qu'on passe de l'enfance peut-être à l'adolescence, avant l'âge adulte du roman. Et donc, ça m'a mis ensuite 1 an et demi pour vraiment rassembler ces fragments, les distribuer à mes personnages et créer une intrigue qui puisse raconter aussi ce thème, en fait, philosophique au départ, finalement. Et quel a été le moment de dire « Bon, voilà, maintenant, je l'envoie chez des éditeurs » Alors, en fait, donc j'avais déjà fini des textes pour certains que je n'avais pas partagés. Donc, j'ai créé un premier roman après un voyage de 6 mois qui m'a bouleversée, que je n'ai jamais montré, donc celui-là, voilà. Ensuite, j'avais écrit une novella que j'avais envoyée à des maisons qui avaient
qu'il avait refusé, mais j'avais eu un refus personnalisé. J'étais contente parce qu'un refus personnalisé, on y tient. Quand on commence à écrire, on sait que c'est très compliqué. Et en fait, pour ce roman-là, donc j'avais déjà ce réflexe en fait de savoir un peu à quelle maison faut envoyer, etc. Et donc je l'ai écrit en 1 an et demi. Je l'ai retravaillé dans une résidence auto-organisée un peu, où voilà, j'ai mis un peu de l'ordre dedans. Je l'ai fait lire à des bêta-lecteurs qui sont mes amis, tout simplement, mais qui regardent des choses différentes chez moi, qui ont regardé le scénario, l'intrigue, les personnages, le propos aussi, et le style. Et à partir d'un certain moment, on n'en peut déjà plus, et donc je l'ai envoyé, ça faisait 1 an et demi après le début de l'écriture, je l'ai envoyé à une dizaine d'éditeurs. En ciblant, là ça c'était mes apprentissages des refus, en essayant de cibler au maximum à des éditeurs dont je connaissais les auteurs en fait, qui avaient une sensibilité particulière qui me parlait à moi. Et donc voilà, c'est comme ça qu'a commencé l'entrée dans l'âge adulte de ce roman. Très bien. Je vais vous demander juste de le présenter, c'est-à-dire de donner un petit peu la trame, l'intrigue. Alors, donc c'est une histoire de famille. Tout commence à la mort de Gaïa. Gaïa, c'est une matriarche très énigmatique qui rassemble tous les étés une famille qui est éclatée entre plusieurs pays. Il y a le fils de Gaïa, Elio, qui lui vit en France, qui a 2 filles. Il est parti, il a quitté ce village, donc dans ce village où Gaïa est née, où elle a cette maison où elle rassemble la famille qui s'appelle Tefle. Donc Elio, il a quitté ce village pour réussir, mais il revient les étés, il est vraiment adulé, il est respecté, il a une place particulière. Et il y a Rita, la fille de Gaïa, qui elle est restée voilà dans la ville d'à côté, plutôt fidèle à la famille, qui vient voilà se réparer les ampoules, quoi. C'est la fameuse personne qui est là pour les petites tâches du quotidien. Et en fait, à la mort de la grand-mère, très vite le récit va se centrer sur May. May, c'est la fille d'Elio, donc elle vit en France, elle a grandi à Paris. Et elle ne passe que ses étés dans ce village, donc elle ne connaît de ce village que l'été. Et en fait, à la mort de cette grand-mère, May, elle va être vraiment frappée par les tensions qu'elle va remarquer, notamment la vente de la maison qui est très vite mise sur le tapis, à peine le corps de la grand-mère inhumé. Et donc, elle va rentrer à Paris, mais il y a quelque chose qui va lui rester en tête, qui va la hanter, et elle va décider d'y passer quelques mois dans cette maison avant qu'elle ne soit vendue, puisque son père et sa tante ne se mettent pas d'accord pour la garder. Et c'est là qu'elle va passer notamment du temps avec Nina, qui est un autre personnage qui prend de l'ampleur dans ce roman, qui est en fait une enfant adoptée par la grand-mère, qui a un peu pris sa place quand la grand-mère était malade, et qui est très secrète et qui va aussi être écartée de l'héritage. Et donc, à travers ces mois qu'elle va passer hors saison, donc en automne, donc d'où l'envers de l'été, elle va découvrir à la fois qui est cette Nina et aussi ce territoire en fait qu'elle ne connaît que l'été, et ce pays aussi qu'elle regarde avec des yeux d'étrangère. Votre roman aborde aussi la question de l'éclatement familial. Vous dites d'ailleurs en introduction aussi: depuis la mort de Gaïa, le silence s'est taillé une place de plus en plus grande parmi eux. C'était comme un long soupir bourdonnant, lascif, charriant des questions par milliers, des regrets et de l'amertume. Qu'est-ce qui, pour vous, crée le lien qui est symbolisé par Gaïa, justement, dans le roman? Est-ce la culpabilité du secret de la famille ou le socle du souvenir des moments partagés? C'est intéressant, les 2 hypothèses formulées. Moi, je penche plutôt pour la deuxième. C'est pas tellement le secret qui les lie, parce que le secret, il va petit à petit les ronger. Il a été utilisé par les uns et par les autres plutôt dès le début, comme quelque chose pour négocier des choses, en fait. Ce qui les lie, c'est des souvenirs, et c'est notamment des souvenirs dont Gaïa est l'architecte principal, puisque c'est elle qui a réussi en fait à créer une sorte de roman familial qui s'effrite petit à petit et qui s'écroule à sa mort, en fait. Son fils ne vit pas sur place, il revient que les étés, mais il tient à ce village, il continue à y revenir, il l'a transmis à ses propres filles à lui. Sa fille, finalement, elle s'est pas beaucoup éloignée, donc ils ont créé des souvenirs, et elle a veillé. Il y a des endroits dans le roman où on dit elle avait veillé à ce qu'ils créent des souvenirs heureux ensemble, quoi. C'est comme si c'était ça son objectif, c'est que
c'est qu'elle savait que c'est par les souvenirs que les choses se lient, mais aussi par ses contes. Je pense que dans ce roman, il y a d'ailleurs un conte qui est raconté par Gaïa et qui est transcrit tel quel dans l'histoire, et qui d'ailleurs est chargé de symbolique lui-même. C'est par ces moments-là, par ces contes, par cette sagesse que Gaïa maintenait aussi la famille, et à nouveau ça disparaît à travers cet incipit. Gaïa avait toujours espéré que ses enfants gardent la maison. Ces derniers jours, elle avait insisté pour conserver ce territoire commun qui rassemble cette famille éclatée. Donc on a vraiment cette approche de, il y a un souhait, mais à la disparition, la famille éclatée, elle est au-delà du territoire. Est-ce que c'est aussi votre souhait de transmettre ça avec la symbolique du nom du village ou de la ville portée par votre roman? Donc effectivement, le nom du village, qui est Tefle, et c'est un village fictif que j'ai inventé et qui est en référence à la ville grecque de Delphes, à la cité grecque de Delphes, qui était le centre du monde selon les Grecs, et qui finalement dans ce récit, c'est ce qu'on voit, c'est que Gaïa a fait en sorte que cette maison, que ce village soit le centre du monde pour ses enfants, pour ses petits-enfants. Et puis aussi c'est une référence à Tefle en arabe qui veut dire l'enfant. Donc c'est aussi quelque chose qui est très sacré. L'enfant, c'est un endroit où voilà, c'est une valeur refuge, c'est là où on a les premiers souvenirs, et donc voilà, ça c'est aussi quelque chose que Gaïa, pour lequel Gaïa et Nina ont beaucoup œuvré. Et c'est vrai que je parlais de ce qu'ils ont en commun, cette famille. Ils ont en commun les souvenirs, ils ont en commun les contes de Gaïa, mais c'est tout à fait juste, ils ont en commun cette maison. Et moi, ce qui m'a vite fascinée et ce qui m'a poussée aussi à écrire ce roman, c'est d'observer comment un lieu qui est le symbole de l'unité, vraiment un lieu où on se retrouve pour être ensemble, peut devenir le symbole de la discorde, et de transposer ça sur les souvenirs. C'est comment continuer à avoir des souvenirs heureux d'un lieu qui ensuite a été associé à l'éclatement. Comment concrètement, quand on se balade dans ce lieu, les souvenirs commencent à se superposer entre les bons souvenirs et les mauvais souvenirs, et comment petit à petit ça crée des récits concurrents à l'histoire familiale principale, donc l'histoire de Gaïa, où chacun en fait a des scènes qui lui reviennent de choses plutôt négatives qui se sont passées dans telle ou telle pièce, de choses qu'il a subies, et c'est un petit peu ça en fait ce roman. Et petit à petit, en fait, on voit les fissures dans la maison, on voit les lézardes, on voit les moisissures, alors que Gaïa, elle avait tout fait pour que ce soit des détails, quoi, que ce soit pas quelque chose d'important, et que le centre, ce soit le bonheur collectif. Justement, pour aborder ces questions d'éloignement, vous dites tous les détails qui voulaient dire « c'est mieux ailleurs ». La mythologie était ainsi construite. Loin, on était sauvé, et petit à petit, la nostalgie de la terre natale se creusait un sillon, déstabilisant les certitudes, sculptant des regrets. En fait, dans votre roman, vous montrez les deux revers d'un lieu de villégiature, celui des vacanciers et celui de ceux qui y vivent. De quoi ces questions sont-elles le reflet? Par rapport à moi ou plus généralement? Les deux, en fait, carrément, okay. Puisque on viendra sur cette question d'écriture, mais je pense que la portée universelle des propos qui sont mis dans le roman ouvre la question, donc vous pouvez partir de votre envie et puis de la portée plus large. En fait, donc, je vais continuer sur ce que je racontais sur la maison et les souvenirs, finalement. En fait, il y a encore un autre niveau qui m'intéressait une fois qu'on a construit ce rapport à ce lieu, c'est que peut symboliser un lieu en fonction de là où on vit, là où on a choisi de vivre, et comment une maison qui est située dans un pays comme pour Elio, donc le fils de Gaïa, où il n'est plus, mais où il a des souvenirs très forts, devient un lieu qui est un lieu justement de refuge, un lieu de rattachement, un lieu qui symbolise beaucoup, beaucoup plus que quelqu'un qui y habite et qui finalement le voit tous les jours et le voit peut-être de manière plus matérielle. Donc Rita, la fille de Gaïa, elle aimerait bien en faire une auberge, elle aimerait bien en faire quelque chose, lui donner une nouvelle vie. Mais Elio, ça ne l'intéresse pas parce que lui, il vient pour régner, pour se montrer, et c'est une maison qui est associée et qui a une portée très forte aussi pour lui, parce que si cette maison disparaît, c'est finalement tous ses souvenirs. Des vacances aussi. Exactement. Et des souvenirs. Et de transmission à ses propres enfants. Et donc tout ça s'ajoute, à la discorde dont je parlais tout à l'heure, qui est concentrée dans ce lieu. Pour moi, à titre personnel, c'est lié aussi à ma propre expérience, en ayant grandi au Maroc jusqu'au baccalauréat et en étant venue en France pour faire mes études supérieures. C'était des choses que
enfin voilà, que j'ai observé sur comment voilà on pouvait avoir un rapport extrêmement émotionnel, parfois même irrationnel à certains lieux parce que voilà, ils nous rattachaient à un pays d'ancrage. Et en même temps, ce qui m'avait intéressé, c'était très vite de croiser des regards. Alors, je me disais, justement, comme tu le disais très bien, en fait, la vérité de comment on raconte Tefl, elle est pas simplement l'apanage de ceux qui y vivent, parce que ceux qui y vivent ne voient plus la beauté des lieux, ne voient plus le soleil, ne voient plus, enfin toutes les choses qu'on ne voit plus parce qu'on n'observe pas sans cesse les endroits où on vit. Mais par contre, évidemment, ils ont un rapport beaucoup plus concret, terrestre à ce territoire. Et en même temps, comment le regard de May, d'Elio aussi, finalement, c'est des personnages un peu de chaque côté à chaque fois, en y venant que les étés, voient aussi des choses, ont un regard qui a sa légitimité. Donc ce que je racontais tout à l'heure sur la phrase de Céline, en fait, c'est eux, ils ont plutôt cette légitimité du voyageur, de l'étranger. Et moi, je trouve ça fascinant. Je trouve que raconter un territoire, pour moi, c'est à la fois le raconter dans le cercle et puis à la frontière du cercle. Pour moi, c'est ça. Et même, j'ai bien envie de dire, de tout temps. Puisque ceux qui vivent dans un lieu et de ceux qui rêvent d'en partir, donc on est vraiment dans cette confrontation de distance, mais elle est aussi symbolisée par des personnages, ceux de May et Camélia, mais aussi celui d'Elio et de Rita, c'est-à-dire la génération d'au-dessus. Est-ce que justement cette question, de la façon dont vous la présentez, est vraiment aussi intergénérationnelle, c'est-à-dire de tout temps, mais aussi de toute génération, de tout lieu et de toute génération? Oui, moi je pense que ce rapport à la terre, en fait, peu importe qu'elle soit dans un autre pays ou à côté, ou à la terre de l'enfance en particulier, il est magnétique. C'est pour ça qu'il y a cette phrase que tu lisais très bien, qui est la terre, les réclamait tous un jour ou l'autre. Alors oui, on peut y voir quelque chose de juste lié à la mort, mais en fait c'est pas simplement ça, c'est vraiment, pour moi, il y a des territoires qui nous marquent et on y revient sans cesse. Et tant qu'on n'a pas accepté qu'ils faisaient partie de nous, qu'on n'a pas mis un mot dessus, soit on se dit que c'est un territoire de vacances, soit un territoire qui nous définit parmi d'autres, mais il faut faire la paix avec ces territoires-là pour être identitairement bien, en fait, pour aller bien, pour s'apaiser. Ça va être toute la quête de May, en fait. C'est de réussir à apaiser son rapport à ce territoire qui est comme un mirage pour elle, parce que pour elle, il symbolise la terre des origines aussi. Une terre qu'elle connaît, mais pas vraiment, dont elle parle la langue, mais pas très bien. Donc voilà, c'était un peu ça comment on arrive réussi à apaiser ça, en fait. Et au-delà de ces questions de territoire, de rapport, il y a aussi le parcours que l'on suit du personnage de May, de l'enfance à celui de l'âge adulte. Vous dites, connaître un territoire, ce n'est pas seulement le chérir, c'est l'éprouver. Mais aussi un petit peu plus loin, vous dites, sans m'en rendre compte, j'avais mis ma famille sur un piédestal, rien de ce que je voyais dans le monde ne pouvait les concerner. Toutes les pulsions nocives étaient tenues en laisse par cette cellule inviolable qui m'avait fait naître et m'avait vu grandir. Qu'est-ce que ce moment de transition d'un monde à l'autre, d'un moment à l'autre, celui de quitter le monde de l'enfance? Comment vous caractérisez en fait aussi le personnage de May qui a cette évolution? Oui, complètement. En fait, c'est un des autres entre-deux du livre. C'est le rapport entre l'enfance et l'âge adulte. Et donc, il y a le personnage de May et le personnage de Camélia qui vont le vivre de manière, avec des expériences différentes dans ce roman. Et pour moi, ça passe par la même chose que l'apaisement dont je parlais du territoire des origines. Ça passe par le fait à un moment, exiger une part de la vérité, certaines vérités font bien d'être cachées pour les enfants, mais pour avoir un rapport sain à son enfance, à ce territoire des origines, etc., il faut avoir un principe de réalité et donc pas idéaliser l'enfance, pas idéaliser ces moments-là. Et donc c'est ce que May va revendiquer, puisque elle voit bien qu'il y a quelque chose qu'on lui a pas dit et elle veut pas se contenter des réponses un peu laconiques de son père. Elle va vraiment aller voir, et pour moi c'est quelque chose de, voilà, c'est un passage nécessaire en fait pour tout le monde. Moi il se trouve je l'ai vécu il y a pas si longtemps que ça, puisque j'ai 29 ans et quand j'ai écrit ce livre j'avais 26-27 ans, donc j'étais en plein dedans et j'avais envie de trouver un moyen de le raconter, parce que ce qui est dur, et pour le coup c'est aussi des choses que j'ai pu vivre, c'est que
souvent c'est un passage précipité, c'est-à-dire on n'est pas vraiment accompagné, c'est par des découvertes un peu traumatiques, là en l'occurrence c'est la mort de la grand-mère, il peut y avoir d'autres choses, qu'on se retrouve précipité dans l'âge adulte, et il y a cette phrase qui revient plusieurs fois dans le roman, c'est que toutes les deux, elles sont vraiment, on leur force la porte, en fait, elles forcent la porte de l'âge adulte sans accompagnement, quoi. Et ce qui est aussi cette notion intergénérationnelle, c'est-à-dire qu'il y a dans la filiation, il y a aussi une reproduction familiale d'une génération à l'autre qui est très présente dans votre récit. C'est peut-être même un des sujets principaux, je trouve. Est-ce dire que la reproduction dans la lignée familiale est quelque chose d'inéluctable ? Oui, alors donc le roman est effectivement plutôt tragique sur ce plan. C'est assez Rougon-Macquart où les choses se reproduisent pas mal. Mais alors à titre personnel, moi je pense pas complètement. Enfin, et c'est pour ça que dans ce roman il y a les deux. Il y a effectivement des schémas qui se reproduisent, notamment un traumatisme qu'on va retrouver sur les 3 générations. Mais sans trop en dire, mais le personnage de May, il symbolise autre chose, il symbolise une quête plutôt de la vérité, de la synthèse. Elle a besoin en fait, le fait de savoir lui permet d'aller mieux, de s'apaiser et d'éviter peut-être de reproduire elle-même des schémas, en fait, parce que ce que font pas les autres personnages, c'est qu'ils ne communiquent pas entre eux, en fait. Camélia ne va pas demander vraiment grand-chose à sa mère, Rita ne demande pas non plus des choses, enfin en tout cas on le voit pas dans le roman à sa grand-mère, donc c'est le silence qui empêche justement cette synthèse, cet apaisement, en fait. Alors Camélia a ses manières de gérer les choses qui sont plus personnelles, qui sont liées à l'écriture, on y reviendra. Mais May, elle a une quête de vérité. Et moi, je crois que la vérité, oui, nous aide à ce que les schémas ne se reproduisent pas. Il faut poser des questions, en fait, aux gens. Alors, j'ai bien envie de rappeler votre parcours philosophique et que ce roman étant une réelle fiction, c'est ce que vous avez déjà dit à plusieurs reprises aujourd'hui sur cet ouvrage, L'Envers de l'été. Jusqu'où avez-vous eu envie de jouer avec la question philosophique du déterminisme ? Oui, alors sur cette question, déjà c'était pas complètement délibéré. Je pense qu'il y a des choses qui sont un peu imposées dans l'intrigue et qui ont créé ces motifs. En fait, c'est presque des motifs vraiment plus picturaux que philosophiques, de répétition. Mais c'est vrai que, en fait, ce qui m'intéressait, c'est de voir qu'est-ce qui se transmet. Donc, dans ce roman, il y a effectivement des traumas et des schémas qui se transmettent, mais il y a aussi de l'écriture. Enfin, le rapport aux mots, par exemple. Donc, on a Gaïa qui compte, et en fait, on retrouve les mots. Je vais pas trop en dire non plus, mais ailleurs, chez Camélia, sous une autre forme. Et ça aussi, c'est une transmission, et c'est une transmission avec un peu plus de libre arbitre pour le coup, puisque elle les a pas reproduits au sens elle écrit pas des contes, mais vraiment elle a trouvé une autre forme. Donc je pense qu'il y a les deux, quoi. Il y a le déterminisme et il y a quand même un peu de libre arbitre. Donc je vais pas pousser très très loin. Alors, vous m'avez dit dans l'interview parue dans CELMAG que la fiction ne fait que coudre l'ensemble des événements qui n'ont pas toujours de lien. De quel ensemble d'événements L'Envers de l'été est-elle l'inspiration ? Oui, alors c'est quelque chose que j'aime bien, enfin, et qu'on retrouve dans le roman. Pour moi, il y a un personnage qui va revendiquer ça, l'importance de. On va en parler en fait tout à l'heure. De se rendre compte que la fiction, c'est un besoin terriblement humain, mais que la vie se passe de sens entre les événements qu'elle nous impose. Parfois, on a besoin, et on coud un petit peu entre les événements. Donc pour moi, c'était important d'avoir cette humilité dans l'objet livre de bien le signaler. Et donc pour répondre à la question, ce roman, il coud ensemble déjà, mon vécu d'une enfant qui a grandi au Maroc et qui vit dans un autre pays, qui a voyagé. J'ai écrit des scènes à Tanger, au Maroc, à Alicante en Espagne, à Alger, une ville qui m'inspire énormément. Donc il y a tout ça qui se retrouve sans que ce soit situé, mais évidemment dans ce roman. Il coud aussi ensemble ce que je disais sur l'âge adulte et le passage qui peut être précipité parfois pour nous, quand il y a des événements un peu difficiles
dans la famille. Et puis il coud la terre, le soleil et la mer, qui sont les trois parties du roman. Et moi, c'était très important pour moi de faire exister vraiment des sensations, des émotions méditerranéennes qui sont celles de mon enfance, mais que j'ai en commun avec plein d'autres Méditerranéens comme moi. Et je trouve que la Méditerranée, c'est un territoire qui est génial pour la fiction, parce que c'est à la fois très palpable. Si on dit Méditerranée, tout le monde a des images qui viennent, et en même temps il y a tellement de pays et de peuples différents autour de cette Mare Nostrum qu'on se sent libre. Moi, je me suis sentie très libre de l'habiter pour un livre, en fait. Est-il possible d'écrire sans s'inspirer de soi? Moi, je crois pas. Je pense qu'on écrit toujours sur soi. Je pense que alors même la science-fiction, même tout, c'est après un point de vue, hein, on peut en débattre, mais pour moi, écrire pendant 2 ans un texte en mettant autant d'énergie, il y a des sources intimes. Et même si c'est des sources inconscientes, même si c'est la curiosité pour un sujet qui n'est pas le nôtre, dit déjà quelque chose de nous. Donc et pour moi, je revendique ça, parce que je trouve que c'est là aussi qu'il y a une sincérité. Moi, j'aime les récits sincères. J'aime les récits où j'ai l'impression qu'on me ment pas, que l'auteur ne me ment pas. Et donc, même s'il fait de la fiction, au contraire, ça m'intéresse qu'il aille plus loin que ce qu'il connaît. Nos vies sont pas toujours très intéressantes. Dans ma vie, et pas, si j'écrivais tel quel, j'aurais pas grand-chose à dire. Mais voilà, donc oui, moi je crois beaucoup à ça. Je pense qu'on met de soi, c'est sûr. Vous dites aussi, l'écriture a cela de dangereux qu'elle crée un matériau intelligible pour le souffrance que l'on tait. Qu'est-ce que vous ne savez pas dire? Waouh. Je sais pas quoi répondre, parce que en fait, c'est vraiment le personnage de Camélia là qui est très très particulier. C'est un personnage qui n'est pas moi, qui est vraiment quelqu'un qui me sert à nouveau. Moi, j'aime bien me moquer de moi-même, j'aime bien l'autodérision et j'aime bien me moquer de l'objet livre. Elle me sert à montrer à quel point la réalité dépasse la fiction. Et en réalité, si on écrivait telles quelles certaines histoires familiales, je pense qu'elle serait pas lisible, parce qu'elle serait trop violente, quoi. Et pourtant cette histoire est assez dure. Donc moi, c'est vraiment ça qui m'intéressait chez elle, c'est de montrer comment chez elle l'écriture, déjà c'est une écriture du réel, et c'est une écriture de survie, en fait, vraiment, parce que c'est le seul endroit où elle peut s'exprimer, où elle peut aller, il y a quelque chose de l'ordre de la thérapie, de l'apaisement à travers l'écriture chez elle, que l'on comprend aussi quand on découvre ce qu'elle a vécu. Donc après, moi, qu'est-ce que je ne sais pas dire? Je vais répondre, mais ça va être, je sais pas si c'est lié au texte, mais je pense que j'ai du mal avec les situations de conflit. Et peut-être, vraiment, je me rends compte que ça me prend la tête quand quelque chose se passe pas bien, ou quand quelqu'un garde une image d'une situation qu'on a vécue qui est négative. Ça me hante. J'essaie, je me dis, la vie est trop courte pour se fâcher pour un rien. Et il y a peut-être ça, en fait, indirectement, si je me psychanalyse, c'est cette envie de comprendre les gens qui, eux, s'en fichent, justement, les gens qui vont un peu comme Camélia, un peu à un moment être tellement déçus que on coupe des ponts avec les gens, on donne pas de nouvelles. Je ne comprends, je n'arrive pas à comprendre, quoi. Donc c'est par le travail d'empathie du romanesque que je comprends aussi des choses sur les autres, en fait. Pour conclure, vous m'avez aussi dit que le besoin de récit est terriblement humain, mais ni la vie ni la mort ne s'embarrassent de sens. Donc si cela fait sens, de quoi se construira votre prochain roman? Mon prochain roman, pour rester dans les thèmes philosophiques, s'intéresse à la fuite. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt, si on veut être concret sur la fuite, comment je l'entends, c'est plutôt dans la psychologie, en fait, ce qu'on appelle les schémas évitants. En fait, c'est des personnalités qui vont tout faire pour ne pas s'attacher, ou en tout cas, dès qu'il y a un moment où il faut s'engager, on n'arrive pas, et en fait vont plutôt avoir une frénésie de rencontres, d'expériences, mais dès qu'il faut s'attacher, on n'y arrive pas. Et notamment, donc ça c'est la source intime philosophique qui m'intéresse. Et ensuite, je fais des recherches en ce moment documentaires sur le journalisme de guerre, notamment les femmes journalistes de guerre.
Donc, alors c'est vraiment au stade encore chaotique du premier jet, mais voilà, ça tourne autour de ça pour l'instant. Hajar Hazel, merci pour vos réponses. Merci à vous. Par votre écriture tout en douceur, imprégnée des paysages méditerranéens et de sa lumière si particulière, vous nous livrez tout en finesse l'histoire des personnages, de leurs rêves et de leurs destins, sous l'emprise de la famille et de ses conventions. Merci à Radio Lodève pour la diffusion de cette rencontre et tout particulièrement à Anne. Merci à la DRAC et à Occitanie Livre pour leur soutien à la librairie. Merci à vous tous et à bientôt.